Le sujet de la conférence de ce soir est sans doute l'un des rares cercles qui n'est pas présent sur notre chaîne YouTube. Je n'ai donc pas pu plagier sur Pierre de Meuse, contrairement à tous mes autres camarades qui suivront pour les prochaines conférences, sachez-le. Mais je dois dire que c'est tant mieux, vu qu'on parlera de la décentralisation, un sujet qui m'a toujours intéressé, et partir sans avoir déjà vu une conférence toute faite sur le sujet me permettra de vous présenter directement mon point de vue, et j'ose espérer qu'il puisse vous paraître quelque peu original. Donc comme je vous le disais, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. C'est peut-être même le premier sujet politique à m'avoir intéressé. J'ai commencé à me politiser au lycée par le biais de l'anarchisme chrétien, histoire d'être original quoi, avec des auteurs comme Félix Orts, Tolstoï, ou des auteurs qui en sont assez proches, même s'ils appartiennent pas vraiment à cette idéologie. Je pense à Georges Bernanos, ou même la philosophe Simone Weil. Et je me suis aussi politisé par le biais du localisme. En 2017, disons que voir Jean Lassalle se présenter au présidentiel m'avait plutôt plu, avec son esprit campagnard. Je vouais presque un culte à ma Lorraine natale, ainsi qu'à l'histoire locale de certaines régions, comme le Pays Basque, le Béarn ou le dit pays cathare, avec ses châteaux qui ont égayé mon enfance, ces vins pourtant si mal aimés que mon palais connaît très bien, et puis j'adore aussi blaguer les Bretons. C'est donc justement cet aspect de la doctrine d'action française, qui flirte un peu avec la pensée anarchiste et surtout qui prône la décentralisation, qui m'a attiré dans ce mouvement. Mais si je n'ai pas préparé cette conférence lors de mes débuts en tant que militant, c'est parce que la question, en fait, avait fini par me désintéresser, pour une raison que je vais évoquer présentement. Cette raison, c'est que tout ce qui touche à la décentralisation s'éloigne beaucoup trop du politique pour sombrer dans un romantisme identitaire. Réfléchissez à la première chose qui vous vient à l'esprit si j'évoque les mots décentralisation et région, puis posez-vous la question, la chose à laquelle j'ai pensé est-elle plus proche du politique ou d'un romantisme identitaire? Généralement, c'est plutôt le deuxième point qui vous vient à l'esprit. Et même en ce qui me concerne, les exemples que je vous ai cités, je pense à la mythologie basque, le roman régional cathare, et même la candidature de Jean Lassalle, ne sont pas vraiment les choses les plus sérieusement politiques qui soient. Alors, je n'ai rien contre l'identitaire, mais il est difficile de disserter dessus pendant des heures. L'identitaire romantique est un sentiment. Ce sentiment, soit on l'a, soit on ne l'a pas. On peut le développer, mais ça passera plus par les arts, la communautarisation, et plus globalement par l'acquisition d'une culture locale que par la dissertation. Du coup, je me suis dit que ce cercle serait l'occasion de mettre de côté l'aspect identitaire de la décentralisation pour évoquer le politique. Parce que c'est pourtant un sujet qui est particulièrement politique. Le degré de centralisation d'un pays concerne son niveau d'étatisme, sa politique économique, sa méthode de légitimation du pouvoir, tout comme son respect de la vie et des affaires privées. Ainsi, cette conférence touchera du bout des doigts à d'autres sujets de doctrine propres à l'action française dont vous entendrez parler dans les prochaines semaines, tandis qu'elle essaiera de répondre à des questions comme « Qu'est-ce que la décentralisation ? Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Ou ce qu'elle n'est pas seulement ? Comment s'est-elle mise en place et s'est-elle défaite? Et enfin, est-ce qu'elle nous est profitable? Alors premièrement, pour comprendre le principe de décentralisation, il ne faut pas confondre souveraineté et suzeraineté. La monarchie féodale n'est pas un régime décentralisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un régime éclaté, au sens littéral j'entends, on pense ce qu'on veut du sens figuré. C'est-à-dire que c'est un régime de plusieurs États voisins, plus ou moins confédérés les uns aux autres par serment. À la suite de l'effondrement de l'Empire romain puis de l'Empire carolingien, le pouvoir s'est centralisé entre les mains de ces petits États confédérés. Paradoxalement, c'est le retour de l'autorité centrale, en la personne du roi, qui a créé certaines des bases de la décentralisation que nous souhaitons. Nous pouvons notamment citer la révolution communale du XIIe siècle, qui, par l'association par serment et surtout par les chartes de franchise, données par certains grands seigneurs et surtout par le roi, faisait que les communes pouvaient rendre justice, détenir une force armée, une force de police locale, lever l'impôt et choisir leur forme d'administration. Il faut toutefois bien faire la distinction entre les fiefs et les franchises. Le fief est détenu par un souverain vassal, prêtant hommage à un suzerain en échange de certains avantages. Mais le pouvoir établi par le vassal sur son fief provient de sa propre autorité et non pas de l'autorité du suzerain. Et ceci, même si le fief lui a été donné par le suzerain. En ce qui concerne les chartes
Les pouvoirs qu'elle donne sont un droit provenant de l'autorité du souverain et non pas de la commune, de la province ou de l'organisation qu'il reçoit. Le roi et certains grands princes, je pense surtout aux Plantagenets, vont s'appuyer sur ces communautés naturelles qui étaient auparavant combattues par certains seigneurs et par l'Église. Ceci pour asseoir leur autorité sur des territoires assez éloignés du pouvoir central. Le droit est donné par un souverain, mais il est dessiné par l'organe qui le reçoit, en tout cas le plus souvent, parce qu'après l'établissement des communes du Mans et de Rouen, on commence à avoir des modèles de chartes qui se généralisent avec quelques adaptations en fonction de la commune ou des coutumes locales. Pour information, l'établissement de la commune du Mans est donné par Louis VI le Gros. Elle est parfois considérée comme la première à obtenir une franchise, et ça a lieu en 1066. Ce point donc, le fait que l'organisme qui reçoit la charte peut décider de son organisation, fait que l'une des caractéristiques de l'organisation issue de la révolution communale est la grande diversité des statuts, donc de la forme que pouvait prendre cette organisation territoriale. Pour donner quelques exemples de cette diversité, on peut évoquer les échevins, c'est-à-dire les magistrats adjoints du bourgmestre, qui étaient chargés de la police et de la justice locale. En fonction de l'endroit, ils pouvaient être nommés par un seigneur, élus par un bourgeois, voire même être tirés au sort. Autre exemple, dans de nombreuses communes de Bretagne, le conseil de fabrique, qui est un conseil composé de clercs et de laïcs assurant l'administration et la prise de décision au sein de la paroisse, assurait aussi l'administration de la commune, ce qui n'était pas vraiment le cas ailleurs. Il est à noter que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le renforcement du pouvoir royal n'a pas mis fin à l'autonomie de ces organismes locaux. Au contraire, il les a même renforcés. La révolution communale a commencé au XIIe siècle, même siècle où le roi commence à émerger du chaos féodal. On a déjà cité Louis VI, mais on peut aussi citer Louis VII, et surtout Philippe Auguste, qui a renforcé le pouvoir du roi. Le renforcement du pouvoir royal a permis aux organisations locales de se libérer de l'emprise d'un pouvoir seigneurial centralisateur pour se mettre sous la protection du roi, qui leur laissait le droit de la spontanéité de leur organisation. Donc non, contrairement à ce que l'on entend parfois, la monarchie n'a pas centralisé le pays. Et ce ne sont pas les quelques manufactures de Louis XIV qui vont prouver que son pouvoir a été centralisateur au niveau économique. Car il n'a pas généralisé cet étatisme économique à tout le pays, loin de là. Cela s'est cantonné à quelques manufactures, et on voit plus ici la volonté d'un investissement pour moderniser la production, car rien n'indique que cela dût être permanent. On peut aussi voir cette bribe de centralisation économique quant au monopole d'État, quant à la production et au traitement de certaines denrées, et notamment du tabac, mais ce sont pour des raisons qui sont déjà connues à l'époque, si vous voyez ce que je veux dire. À l'autre bout de cette chaîne de rois décentralisateurs, notons qu'entre 1768 et 1787, Louis XVI tenta d'établir un système d'assemblée consultative sur les questions fiscales dans les pays d'élection pour augmenter leur autonomie fiscale. Le paradoxe de cette mesure qui paraît décentralisatrice est que l'une des raisons de son échec est que le pouvoir central venait chambouler des habitudes bien ancrées localement. De ce fait, les parlements de certaines provinces, qui, je le rappelle, sont des assemblées judiciaires et non pas législatives, ont résisté à la mesure, au point de parfois faire reculer le roi quant à la forme que devaient prendre ces assemblées. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué ce qu'était un pays d'élection, mais dans l'Ancien Régime, le poids de la fiscalité était décidé de 3 façons différentes selon les provinces. Il y avait le pays d'État, comme la Bretagne, le Languedoc ou la Bourgogne, qui disposait d'assemblées locales, qui négociaient les impôts que la province aurait à payer au pouvoir royal. Il y avait les pays d'impôts, souvent dans des régions conquises depuis peu, comme la Lorraine, la Corse et le Roussillon, où l'État décidait lui-même de la somme des impôts sans consultation. Enfin, la majeure partie des provinces étaient des pays d'élection, où les États généraux nommaient des élus qui répartissaient l'impôt dans les différentes provinces. Cependant, les États généraux n'étaient plus rassemblés depuis 1614, ce qui faisait que les intendants du roi répartissaient directement l'impôt sans consultation. D'où l'idée de Louis XVI de créer des assemblées dans ces provinces. Vient ensuite la Révolution française, avec ses idées d'égalité et d'uniformisation administrative, par la suppression de tout intermédiaire entre l'État central et le citoyen, et la mise en place de départements répondant tous aux mêmes lois et ayant la même forme. La Révolution a donc mis fin à la réalité de décentralisation du pays. Alors, depuis, est-ce que la République a décentralisé ?
Il y a eu effectivement quelques réformes qui vont dans ce sens, mais rien de bien extraordinaire. On peut citer le fait que le maire soit élu au lieu d'être nommé par un préfet depuis la Troisième République, par exemple. Certains me parleront de la réforme territoriale de 1982, où les régions furent créées, mais il s'agit bien plus de déconcentration des pouvoirs de l'État que d'une réelle décentralisation, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que certaines des missions qui reviennent aux régions et aux départements sont en réalité pilotées par des antennes locales des ministères du gouvernement et par la préfecture, qui est, je le rappelle, le représentant du pouvoir central au niveau local. Les régions et départements n'ont aucun pouvoir décisionnaire en ce qui les concerne et servent juste à fournir l'infrastructure et à payer la facture. C'est par exemple le cas de la direction régionale de la jeunesse et des sports, de la direction régionale des eaux et forêts et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ceci nous amène à réfléchir à un deuxième point. Nous disions donc que l'État central se sert de l'administration régionale pour diriger certains secteurs. On peut y voir un autre problème de la réforme territoriale de 82, qui est que l'État se dépouille de certaines de ses responsabilités régaliennes à des échelons locaux, et notamment des responsabilités qui coûtent de l'argent. C'est notamment le cas de l'entretien de l'infrastructure. Nos anciennes routes nationales sont maintenant entretenues par un budget régional. Vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'il n'existe que 2 hôpitaux nationaux en France. L'hôpital ophtalmologique des 15-20, fondé par Saint-Louis, pour la petite histoire, et l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Si l'enseignement dépend du gouvernement, la gestion des collèges et des lycées dépendent des départements et des régions, qui ne voient pas nécessairement leurs ressources augmenter. Les collectivités territoriales s'endettent auprès des grandes compagnies du bâtiment, qui finissent par exploiter l'espace public comme des fermes d'ancien régime. Et vous vous retrouvez à devoir payer le parking, l'internet et la télévision de l'hôpital à Eiffage, ou alors l'État central prend la main et décide des économies à réaliser, et c'est comme ça que vous voyez une baisse du nombre de lits d'hôpitaux par habitant de près de 45% depuis la réforme territoriale de 82. Ajoutons que ce millefeuille administratif coûte lui aussi de l'argent d'ailleurs. Nous avons des communes, des communautés de communes, départements, les anciennes régions ont en fait toujours une existence administrative réelle, et vous rajoutez l'échelon des nouvelles régions, puis de l'État central. L'autre point qui nous amène à penser que ce n'est pas une réelle décentralisation provient de la façon dont ces institutions ont été déconcentrées. Rappelons-le, les institutions locales d'Ancien Régime avaient des statuts très nombreux en fonction du lieu où elles étaient. Leur forme était souvent issue d'une organisation spontanée, dont le droit était garanti par le roi. Aujourd'hui, les administrations républicaines ont été dessinées par l'État central et sont absolument uniformes d'un endroit à un autre. Et surtout, elles sont soumises à l'élection. J'avais déjà prévenu, mais cette conférence risque de faire doublon sur certains points avec celle qui vous sera donnée sur la politique naturelle. Alors pourquoi c'est un problème ? Le problème, c'est que l'élection est un des grands freins à la décentralisation. L'élection divise au lieu d'unir, ce qui n'aide pas vraiment à maintenir un bon climat au niveau local et une communautarisation régionale. Lorsque vous votez, vous ne votez pas en tant que breton, alsacien ou berrichon. Vous votez en tant que socialiste, LR, RN, etc. Cette division, causée par le vote, est d'ailleurs la raison qui a rebuté les pays d'élection dans la mise en place des assemblées de Louis XVI. Les débats entre les différents membres des assemblées, quant à la répartition des impôts, a mis en avant les intérêts de classe et a divisé les parlementaires entre les différents niveaux de vie, leur milieu social, leur origine urbaine ou rurale, et ça a aussi augmenté l'inimitié entre le tiers-état, la noblesse et le clergé, à cause des privilèges fiscaux des deux derniers ordres. Et ce, malgré leur présence aux assemblées. À tel point que les assemblées finissaient souvent en pugilat, et que la noblesse et le clergé s'en faisaient souvent virer. De nos jours, l'élection a réussi à faire de certaines régions et départements des précarés de certains partis qui assoient leur autorité sur ces institutions et agissent sans plan de long terme, avec pour seule volonté de se faire réélire au moyen de cadeaux, sous forme d'augmentation du RSA, de subventions pour financer la construction de mosquées, ou d'associations qui défilent dans les rues avec des chars et des drapeaux arc-en-ciel, juste pour vous donner quelques exemples de clientélisme. Lorsque l'opinion nomme un pouvoir, et surtout le pouvoir central, l'opinion s'attend à ce que ces exigences soient réalisées. Peu importe leur aspect déraisonnable, cela pousse à l'intrusion de l'autorité centrale dans des compétences qui ne lui revenaient pas. Notamment une intrusion extrême dans la propriété privée, dans l'économie et dans l'éducation morale de ses citoyens,
ou encore l'intrusion de l'État dans des compétences de certaines organisations locales, ainsi que de la famille. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on donne par l'élection une telle légitimité au pouvoir central, qu'au final il s'implique dans tout ce qu'il ne faudrait pas qu'il s'implique. Là où au contraire, les échelons locaux perdent de l'intérêt. Et pour se convaincre du manque d'intérêt de l'échelon administratif régional ou départemental, il suffit de voir le manque d'intérêt des Français pour les élections régionales ou départementales qui ont toujours un taux d'abstention record. Il y a aussi une intrusion centralisatrice de l'État qui nous paraît tout à fait normale aujourd'hui. C'est la police nationale. Parce que oui, la police nationale, ça n'existait pas avant le régime de Vichy. De quoi alimenter les fantasmes de certains clans politiques. Enfin, ça n'existait pas sur la presque totalité du territoire. Dans l'ancien régime, donc, seule la ville de Paris connaissait des forces de l'ordre tenues par le pouvoir étatique. Dans les autres villes, on a déjà parlé des échevins, qui engageaient une force de police locale. Les hommes des baillis et des prévôts pouvaient aussi servir de force de police, mais surtout pour appliquer la justice. C'est eux qui allaient vous tirer du lit à 6h du matin pour vous mettre au pilori. Enfin, dans d'autres villes, la garde était souvent comparable à un service militaire que devaient accomplir certains citoyens ou certaines familles à tour de rôle. Mais il n'y avait pas une police d'État pour venir empêcher un tavernier d'exercer son activité parce que la variole faisait rage. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Régime savait respecter la responsabilité individuelle ou la responsabilité d'un de ses peuples. Encore pour évoquer un rôle inattendu que l'État se donne aujourd'hui, quoi qu'on pense de l'islam, je ne crois pas qu'il soit du ressort du gouvernement d'établir une charte de son fonctionnement et de la morale que l'islam doit défendre, comme pour toute autre religion d'ailleurs. Il n'est pas non plus de son ressort de dire que la loi de la République lui donne le droit de dicter si la confession est réellement secrète. Alors vous pourriez me dire, on est d'accord, mais quel rapport avec la décentralisation ? L'islam et le catholicisme sont des religions présentes partout en France, et pas seulement en un lieu. Et bien justement, ça nous amène à un stéréotype que j'aimerais briser par rapport à deux choses que la décentralisation n'est pas. La décentralisation n'est pas un folklore, et elle n'est pas qu'une question géographique. Parlons d'abord du folklore. Les langues régionales, les robes avec des gros rubans et des flots ne sont pas la décentralisation. Ou du moins, elles ne le sont pas seulement. Bien entendu, il est bon et normal qu'un pays aussi grand et culturellement riche que la France ait une diversité de parler, des habillements, de l'alimentation, des sports, des noms et des coutumes. Mais cela est en fait plutôt la conséquence de la décentralisation, et non pas son essence. Quelqu'un qui passerait des heures à ne vous parler que de ces différents points, pour vous expliquer ce qu'est la décentralisation ne serait pas vraiment très intéressant en réalité, en plus de taper à côté. Et ceci pour une bonne raison. Vous aurez une conférence sur ce sujet, normalement, mais cela tient en 3 mots. Politique d'abord. Oui, moi aussi j'aime bien voir des jolies filles habillées en robe du 19e siècle, tatouées d'une trisquelle, chanter la trimartolode, et je salue la Bretagne, mais ça n'est pas vraiment très politique. La décentralisation se trouve plutôt dans une gestion particulière propre au territoire. L'un des derniers exemples d'une réelle décentralisation en France, c'est l'Alsace et la Moselle. Il s'y trouve un particularisme religieux, qui fait que les cultes chrétiens et juifs y sont encore financés par l'État, qu'il y a des cours de religion à l'école, qu'il y a encore une fac de théologie publique. Nous avons notre propre système de cotisation sociale, notamment en ce qui concerne la santé. Nous avons nos propres entreprises de production électrique publique, UEM, l'usine électrique de Metz par exemple. Nous avons nos propres jours fériés, alors ça c'est un peu trivial, mais ça va en lien avec le fait que nous avons notre propre droit du travail, et aussi notre propre droit associatif. Bon, qui pour le coup est moins bien chez nous, mais on peut pas être gagnant à tous les coups. Donc ça, c'est un exemple de vraie décentralisation. Décentralisation qui est sans cesse attaquée par la République, qui cherche à nous reprendre ses droits, au nom de l'égalité ou de la laïcité. Ces choses ne risquent pourtant pas de créer du séparatisme régionaliste. Et pourtant, elles ont beaucoup plus d'impact dans votre vie que le fait d'écrire Bayona en dessous du panneau de Bayonne. La décentralisation revient donc en une juste répartition des responsabilités politiques entre l'État central, qui doit avoir la charge des pouvoirs régaliens, la diplomatie, la défense, la monnaie, la justice, l'infrastructure, et entre les organes et les citoyens de la nation, qui doivent prendre en main ce qui les concerne directement. Même si on pourrait imaginer que pour des pouvoirs régaliens étendus, comme l'éducation ou la santé,
il y ait un cahier des charges national pour les programmes, une prise en charge de leur infrastructure, tout en laissant une certaine marge de liberté sur la gestion locale de ces pouvoirs publics. De même qu'on peut imaginer une justice avec des premières instances locales, suivies des plus hautes instances nationales. C'était déjà le cas dans l'Ancien Régime, et c'est encore le cas dans certains pays. Maurras mettait en avant le fait que, depuis l'instauration de la République, le citoyen n'avait pas le droit d'ouvrir un chemin près de chez lui, alors qu'on lui promettait que l'élection pouvait lui donner le pouvoir absolu sur le destin du pays. C'est en fait tout l'inverse de notre maxime à l'Action française qui est « l'autorité en haut, les libertés en bas ». Maurras disait encore « Notre essentiel vital, qui est de ne pas être envahi, nous a contraints à concentrer les pouvoirs confédéraux et fédéraux, disons mieux nationaux, dans l'enceinte de l'unique État royal. » Et vous noterez sa définition du régalien, même lui il se cantonne seulement à la défense. Alors décentrons tout le reste, disait-il, que tout ce qui n'est pas nécessaire à cette autorité protectrice de la sûreté nationale revienne donc à chacun de ses maîtres normaux. Provinces, villes, pays, villages, métiers, associations, corps, compagnies, communautés, églises, écoles, foyers, sans oublier la personne d'aucun de nous, citoyens et hommes privés. Tout domaine que l'État s'est approprié indûment doit être redistribué entre tous, dans la hiérarchie de la puissance et des compétences de chacun. Je mets au défi quiconque de penser que le nationalisme intégral est totalitaire après avoir lu ces lignes. La décentralisation n'est pas non plus qu'une question géographique. Nous l'avons dit, la décentralisation, c'est le fait que la plupart des pouvoirs non régaliens du pays légal soient remis entre les mains des organes du pays réel, c'est-à-dire les communautés naturelles. Dans le passage que je vous ai cité, Maurras nomme ces organisations de la nation. Ce sont les corporations économiques et morales. Les paroisses, les associations sportives, culturelles, les syndicats de travailleurs ou d'entreprises, plus couramment appelés guildes ou corporations, les municipalités et bien sûr la famille. En plus de la décentralisation géographique, il y a donc une décentralisation économique et morale, je dirais même plus globalement une décentralisation organique ou communautaire. Contrairement à la République une et indivisible, où il n'existe plus d'intermédiaire entre l'État et le citoyen depuis la loi Le Chapelier du 4 août 1791, une société décentralisée implique que le citoyen s'inscrive dans les communautés locales. Nombre de penseurs et d'hommes politiques décentralistes et corporatistes ont fait la promotion d'une économie d'autogestion, proche de la pensée de Joseph Proudhon, en allant à la limite de l'anarchisme mutualiste. C'est-à-dire une économie où les travailleurs d'une entreprise se partagent la propriété de la dite entreprise, si bien que l'ensemble de leurs actions fasse que le syndicat des travailleurs soit toujours l'actionnaire majoritaire face à des actionnaires extérieurs ou face à l'État. L'idée est de responsabiliser l'ouvrier sur le destin de son entreprise, de l'insérer dans la communauté de ses travailleurs qui partagent le même destin, plutôt que de l'impliquer mollement par le vote dans des affaires d'État qui ne le concerneront jamais et sur lesquelles en fait il n'aura aucun réel pouvoir. Ces thèses corporatistes et distributistes sont surtout défendues par des gens comme G.K. Chesterton en Angleterre, mais aussi René de la Tour du Pin en France et son élève Firmin Baconnier. Notons toutefois que ce partage de la propriété n'est pas du communisme. Il n'implique aucunement l'absence de hiérarchie dans l'entreprise ou l'absence d'une différence dans la part de propriété que chaque ouvrier détient. Il semble normal de penser que l'ancienneté et la responsabilité soient récompensées par une plus grande part de propriété d'une entreprise. Cela n'exclut donc pas la présence d'un patron, dans la mesure où il travaille au sein de l'entreprise. Mais ces corporations ne sont pas qu'économiques. Il y a déjà eu une expérience corporatiste, dans le Portugal de Salazar, où au-delà de l'économie et du mutualisme, les corporations étaient aussi un moyen de s'inscrire dans la culture de son pays par des clubs de loisirs, de sport, d'art, qui ont par exemple permis à ce pays d'être une grande nation du football, ou de faire émerger des styles musicaux comme le fado. Si la corporation est l'outil indispensable de la décentralisation, c'est parce qu'elle donne un réseau aux citoyens, qui n'est plus un individu isolé dans la masse boueuse de tout un pays sans aucune racine. L'homme s'enracine localement, par le biais des communautés naturelles et des associations de son pays, qui créent une culture propre et un savoir-faire. C'est ce savoir-faire des corporations qui a fait que l'artisanat français a fait la fierté du pays. Il y a aussi une nécessité pour que ces corporations soient facteurs de décentralisation et non pas l'inverse. C'est qu'elles doivent être spontanées. L'État peut faciliter ou encourager leur apparition, mais il ne doit les créer en aucun cas
pour qu'elle ne soit pas un monopole étatique déguisé. Tout comme actuellement, les régions et départements sont de la déconcentration déguisée en décentralisation. La décentralisation par le biais des corporations économiques ou morales a aussi un autre avantage lié au pouvoir central, c'est la représentation. Plutôt que de diviser le pays en partis politiques aux intérêts moraux flous, qui font qu'un parti socialiste pourra être élu pour vous détruire le code du travail alors que l'UMP vous a ouvert les vannes de l'immigration, les intérêts moraux ou matériels des corporations sont clairs. La corporation peut donc permettre de créer une interface d'échange entre le pouvoir central et les organes de la nation. Cela peut se faire par une ou des chambres corporatives. Toutefois, des personnes comme Baconnier et Salazar mettent en garde sur le fait que ces assemblées se doivent d'être purement consultatives, soumises à l'arbitrage de l'État, et qu'elles ne doivent pas prendre part au pouvoir central. Ceci pour éviter d'aboutir à un corporatisme mafieux et technocratique, où certains intérêts économiques prendront le pouvoir à la place de l'État central. Au hasard, c'est comme si l'ordre des médecins prenait le contrôle de votre vie et de vos droits en vous disant ce que vous avez le droit de faire ou pas. Pour finir, je vais maintenant poser une question qui va remettre en cause la totalité de mon développement. Mais la décentralisation est-elle souhaitable ? Ce que j'entends, c'est est-elle souhaitable aujourd'hui, dans notre situation politique ? N'oublions pas un point. Contrairement au marxisme, à certaines formes de libéralisme ou de néofascisme, le nationalisme intégral n'est pas une idéologie. C'est une doctrine. Cela veut dire qu'elle est flexible dans son application et que nous ne devons pas faire preuve de rigidité à vouloir mettre en place tout ce qu'a pu désirer ou vouloir Charles Maurras contre les vents et marées de la réalité qui s'opposeraient à la mise en place de la décentralisation. Car il y a bien des problèmes qui rendent la mise en place d'une décentralisation délicate, voire carrément suicidaire. L'implantation étrangère en France, la présence de l'islam, ou même d'une certaine gauche, qui pourrait s'accaparer une partie du territoire, y faire sa tyrannie antinationale. On peut aussi bien sûr citer l'Union européenne, qui déjà à notre époque profite d'un paravent de décentralisation pour récupérer une partie des pouvoirs de l'État. La Moselle est d'ailleurs considérée comme un eurodépartement. Même si, il me semble évident qu'il faudra d'abord sortir et pulvériser l'Europe au passage avant d'entamer un processus de décentralisation. On comprend donc qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Avant d'établir une monarchie, il faut rendre le peuple non hostile à la monarchie. Et bien avant d'établir la décentralisation, il faut rendre le peuple non hostile à la France. Quelles solutions avons-nous ? Alors je vous préviens d'avance que ces solutions ne sont pas forcément des solutions prônées par l'Action française, ni même par moi d'ailleurs, mais c'est des solutions qui ont pu exister ou être promues par d'autres penseurs ou d'autres organismes. Il y a la solution de la partition, qui a notamment été promue par le Lys Noir. L'idée est un sacré pari. Il s'agit d'assumer de diviser la France en deux parties au moins, ceci à partir d'un compromis, alors il faut déjà qu'il soit possible, visant à créer une France pour les nationalistes, les patriotes ou au moins les gens non hostiles, et une France habitée par l'anti-France au sens large du terme, c'est-à-dire les républicains les plus dogmatiques, l'extrême gauche, l'islam et les autres migrants inadaptés et inadaptables. L'idée est de reproduire le schéma qui a mis fin à l'état dans l'état du protestantisme en France. Premièrement, on accorde un édit de Nantes pour mettre fin au conflit avec les séparatistes au moyen d'un compromis. Deuxièmement, une fois renforcée par la cohérence de notre action politique, tandis que l'anti-France s'autodétruira constamment dans ses contradictions internes, il faudra passer au siège de La Rochelle pour mettre fin à l'état dans l'état. Puis, lorsque les forces morales de l'anti-France seront négligeables, il faut passer à la révocation de l'édit de Nantes en interdisant le droit de cité à ses idées et ses groupes ennemis. Plus proche de nous, la guerre civile espagnole a pu ressembler à ce schéma sans passer par la première étape. Les forces antinationales, anarchistes, marxistes, léninistes, trotskistes, sociodémocrates et autres républicains se sont écroulés sous leurs contradictions face à une union nationaliste pourtant plurielle, composée de royalistes, de carlistes, de militaristes, de catholiques et de phalangistes qui n'avaient que la victoire ou la mort. Mais en fait, c'est un pari qui est très risqué et qui coûte toujours de nombreuses vies. L'autre solution, qu'on retrouve aussi dans la péninsule ibérique, est celle de l'Estado Novo, le régime corporatiste portugais, mis en place entre 1933 et 1974, qui était très inspiré par Maurras. Et promis, j'arrête de vous en parler après ça. L'idée de cette solution est la mise en place très progressive de la décentralisation et du corporatisme, voire même à terme de la monarchie,
le tout sous le contrôle d'un État autoritaire et nationaliste. L'idée est donc de maintenir une certaine centralisation et un certain interventionnisme étatique pour reprendre le territoire et surtout les esprits aux agents de l'anti-France, avant de relâcher cet interventionnisme pour redonner une part d'autorité et de liberté locale à un peuple et des organes ayant à cœur les intérêts de la nation. On fait en sorte que le pays réel soit avec nous, avant de lui redonner le pouvoir pour s'assurer qu'il ne se suicide pas avec. Le problème de cette solution, c'est sa lenteur, son apparent conservatisme s'il n'est pas totalement assumé, faisant que cette lente révolution nationale puisse être renversée avant d'avoir abouti. En conclusion, on peut voir que l'histoire de la monarchie a été vectrice de décentralisation, et non pas l'inverse, que la décentralisation des réformes territoriales républicaines sont en grande partie illusoires, que la décentralisation est un sujet politique et non pas juste romantique, qu'elle n'est pas seulement géographique, mais qu'elle reste délicate à mettre en place. Ce dernier point nous ouvre à une évidence. Ne tombons pas dans l'écueil du marxisme et de la dialectique hegelienne. L'histoire ne s'arrêtera pas avec notre victoire. Je fais partie des gens qui pensent que l'histoire est cyclique. La question de l'équilibre entre le pouvoir central et les organes de la nation bougera sans cesse au fil des siècles et devra être souvent réajustée dans un sens comme dans l'autre. Le système parfait et immobile n'existe pas. Ce n'est pas pour rien, comme je l'ai déjà rappelé, que notre pensée est une doctrine aux applications flexibles. Pensez-y pour chacune des conférences qui vont suivre, ainsi que dans votre vie politique. Renseignez-vous sur l'histoire, sur l'actualité, sur la société, pour savoir comment adapter votre doctrine au temps présent pour rendre à la nation tout l'amour que vous lui devez. Cela dénote aussi une certaine limite aux politiques d'abord, c'est qu'avant la politique rationnelle, nous devons être habités par une certaine morale, un amour de la nation, de son histoire, de son peuple, et de ses spécificités locales qui va nous pousser à nous tourner vers le politique. Je contredis presque mon introduction et une partie de mes déclarations, mais pas tellement au final, parce que oui, le romantisme, la morale, l'amour et l'identité sont sans doute les premiers moteurs d'un engagement politique en faveur du nationalisme et de la décentralisation. Mais la politique ne veut pas se contenter de bons sentiments. Et je vous remercie pour votre attention.